Bonjour à tous, c'est Félix de Vendredi et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 5e épisode de Welcome to New Work. Welcome to New Work, c'est l'émission pour vous aider à changer le monde sans changer de travail. Le concept, il est simple. On invite une personnalité inspirante qui agit à son échelle et on vous permet d'échanger avec elle. Cet échange, il se veut donc inspirant, mais aussi très concret, avec la vocation de vous donner des clés concrètes pour agir dès aujourd'hui. L'émission, elle est enregistrée en live avant d'être rediffusée. Donc, si vous écoutez le podcast, ne soyez pas surpris des aléas du direct. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Et donc, aujourd'hui, on accueille Nicolas Sabati, qui est associé et keeper chez Time for the Planet. Il va nous partager l'aventure de Time for the Planet, dont le concept est simple. C'est une entreprise non lucrative dont le but est de lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. En quelque sorte, un fonds d'investissement citoyen et open source pour le climat. Ça va être passionnant. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Et donc moi j'ai une première question, c'est qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, au-delà de l'idée de faire pipi sous ta douche? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever? D'essayer de lutter contre le plus gros problème du moment pour l'humanité, peut-être de l'histoire de l'humanité même. Je trouve que c'est quelque chose de motivant. De le faire avec des proches, ça aussi c'est motivant parce que du coup on choisit pas forcément tout le temps ses collègues et parfois ça peut être limitant. Bah voilà, moi c'est ces deux choses-là qui me portent tous les matins. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené à en fait co-lancer ce projet? Parce que le but c'est d'inspirer des gens qui sont dans en fait des phases de comment eux peuvent contribuer. Et donc je pense que les parcours c'est toujours super inspirant. Ouais, ça marche. Ben moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais rendre les gens heureux. J'avais décidé que footballeur, c'était bien pour rendre les gens heureux. Mais je me suis jamais donné les moyens d'être un bon footballeur. Donc, ça m'a beaucoup freiné parce que du coup, jamais su ce que je voulais faire jusqu'à très très tard. Et un peu par hasard, j'ai fait du droit et j'ai voulu partir dans la magistrature, puis finalement partir dans la sphère non marchande, donc ce qui était asso, ONG, humanitaire. Parce que je me disais que là, c'était des bons moyens aussi de rendre des gens heureux, en tout cas moins malheureux, c'est déjà pas mal. Et puis, un peu par hasard, avec Medicoli, donc qui est un des cofondateurs, un des, un des cofondateurs de Time for the Planet, à l'époque, il montait un projet d'organisme de colonies de vacances. Donc, le but, c'était d'organiser plein de colonies de vacances partout en France. Et à l'époque, la problématique dans ce domaine, c'était l'inclusion des enfants issus des classes moyennes et en situation de handicap. Petit à petit, il y avait soit des colos de riches, soit des colos de pauvres, et puis pas de colos pour les enfants en situation de handicap. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était de dire, bah, on va faire une colo où on arrive à inclure tous ces gens-là. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il fallait créer des systèmes de bourse. Et moi, j'étais traumatisé des associations où on avait perdu des subventions et où du coup, on s'était retrouvé en difficulté pour payer les salariés ou payer le local. Donc en fait, on s'est rajouté une contrainte, on s'est dit, bah viens, on va le faire, mais on va le faire sans aucune subvention, ni privée, ni publique. Donc quelque part, on allait avoir un modèle économique pérenne, autonome, lié aux inscriptions. Et donc, on était en train de tester s'il était possible d'entreprendre, donc d'avoir une activité économique viable, mais dans un but qui n'est pas celui d'accumuler de la richesse, mais d'améliorer quelque chose dans la société. On surnomme ça un social business ou une sociétale, dans notre petit jargon à nous en français. Donc une société commerciale dont le but est d'améliorer la société, mais la grande société cette fois. Et donc tout le monde me disait que c'était impossible, et puis en fait, on a montré que c'était possible. En 7 ans, on avait autofinancé plus de 200 000 euros d'aide au départ, sachant que nous, on n'avait aucune formation en entrepreneuriat. On avait 23 ans à l'époque quand on a commencé ça. Et on s'était imaginé à l'époque un modèle dans lequel on pourrait avoir une holding qui crée des entreprises, et chaque filiale mesure sa réussite au nombre de personnes sorties de la précarité. C'était ça, une des choses qu'on avait envie de faire. On s'est gardé ce modèle-là dans les cartons, parce qu'à l'époque, on ne savait même pas qu'on avait le droit d'emprunter de l'argent ou faire des levées de fonds hein, pour que des entreprises. Vraiment, on n'y connaissait rien du tout. Donc, on s'est mis ensuite à créer d'autres entreprises, chacun de notre côté, dans des domaines très différents. Moi, pour ma part, ensuite, j'ai fait une traversée de la France à pied où je dormais chez l'habitant, je frappais aux portes le soir. Et puis, j'ai voulu devenir charpentier.
au dernier moment, je ne suis pas devenu charpentier, mais j'ai monté un bar, alors que jamais de ma vie je travaillais dans un bar. Là, j'ai découvert toutes les techniques de management dit libéré, dans lequel on arrête de prendre les travailleurs comme des enfants à surveiller, mais bien comme des adultes autonomes. Ce qui signifie en fait qu'ils ont une énorme autonomie dans le travail et que tout leur est accessible. Ils ont les cartes bleues de la boîte, je m'en sers tellement peu que je suis obligé de leur redemander le code quand j'en ai besoin. Ils recrutent leurs collègues, ils choisissent leur salaire, ils choisissent la répartition des bénéfices avec nous. Voilà, donc moi j'ai monté un bar, donc qui existe toujours hein, à Lyon, et puis une expérience un peu plus courte dans la culture de houblon, donc je suis aussi devenu une bonne année agriculteur en agriculture bio. Et puis voilà, ensuite on a lancé Time for the Planet, on a repris ce modèle qu'on décrivait avant, donc d'une entreprise, Time for the Planet, qui crée des entreprises, les filiales. Ces filiales, elles ont un but environnemental, c'est de lutter à l'échelle mondiale contre les gaz à effet de serre. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on crée ces filiales, eh ben, il y a un modèle économique qui s'opère, c'est-à-dire que ces filiales doivent être autonomes. Et petit à petit, on sait qu'elles remonteront de l'argent, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de revente, tout simplement. Et plus il y aura de filiales qui seront viables économiquement et prospères, plus on pourra autofinancer Time for the Planet et donc impacter de plus en plus contre les gaz à effet de serre. Notre indicateur de réussite à l'époque, quand il y avait des enfants en situation de handicap, c'était le nombre d'enfants qui partaient d'une année sur l'autre. Soit on en faisait partir plus et on était heureux, soit non, et il fallait qu'on fasse mieux. Et ben là, c'est ce qu'on appelle le TRP, c'est le taux de retour pour la planète. C'est un petit clin d'œil au TRI. C'est en fait un ratio entre les gaz à effet de serre moindre émis ou captés par euro investi. Et donc c'est comme ça qu'on guide nos actions. C'est hyper clair, très, très riche ce parcours entre un bar qui apprend à l'entreprise libérée, un parcours de vie à rencontrer les Français qui a dû aussi beaucoup t'apporter. Et peut-être pour Time for the Planet, du coup, en fait, ça fait combien de temps que ça existe? Vous en êtes où aujourd'hui? Parce qu'on vous voit du coup beaucoup sur LinkedIn et aussi à la sortie des bouches de métro ou dans les abribus. Mais si tu peux donner quelques chiffres aussi pour mettre en perspective. Oui, bien sûr. Alors, notre décence officielle pour nous, c'est décembre 2019, qu'on fait notre première conférence publique. On passe l'automne qui précède, donc les 2, 3 mois avant, à, à aller tester si oui ou non il y a quelque chose à faire avec cette idée. Et donc, quand on lance ça en décembre 2019, bah, on est trois même à l'époque. Et en fait, donc ça fait maintenant 16, ouais, je sais même plus, 16 mois. Et aujourd'hui, on est 19 000 actionnaires, citoyens, entreprises, collectivités et associations. N'importe qui peut devenir actionnaire à partir d'1 euro. Et on a réuni plus de 3,5 millions d'euros. On a sélectionné les premières innovations, parce que oui, j'ai pas encore raconté ce qu'on fait, mais je te laisse me guider. Mais oui, du coup, vous êtes passé de quelques-uns à en fait plus de 19 000. Mm. Et du coup, peut-être tu es naturellement en train d'en parler. Peut-être avant de parler de ce que vous faites concrètement, comme c'est la journée de la Terre aujourd'hui, ça peut être intéressant aussi de partir du constat que vous avez formulé en fait chez Time for the Planet et un peu les grands champs d'action sur lesquels vous voulez intervenir. Ça permettra un peu de bien poser le contexte, sachant que Ouais, euh, la réduction de l'empreinte carbone, c'est très très large. carrément. Bah, c'est pas que l'empreinte carbone en plus, hein. Donc nous, c'est le constat, il est tombé quand aux lectures et au visionnage de Servine, Mignereau, Keller, Jancovici, le rapport du GIEC. Et en fait, quand on se penche là-dessus vraiment, en fait, on comprend que le réchauffement climatique, c'est pas un pull en moins l'hiver, hein. C'est quelque chose d'absolument catastrophique. Et je pèse mes mots encore. Euh, faut s'imaginer des températures annoncées déjà à 50-55 degrés à Lille pour 2050. Et ça, c'est pas des projections, c'est-à-dire qu'il y a une telle inertie que, a priori, c'est déjà certain. Et ça, c'est le, c'est le climat à Alger l'été, hein. Donc à Lille, ils sont pas habitués. Euh, Quand on comprend en fait la gravité de ça, on se dit, ok,
Je pense que mes petits efforts du quotidien, ils suffiront pas. Il faut faire, beaucoup plus fort, beaucoup plus gros. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je peux voter, mais malheureusement, même si, je change, le président ou la présidente de mon pays, il y a encore 196 autres pays et ça suffit pas. Donc, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et nous, on s'est dit: «Bah, en fait, il y a rien à faire. Il y a rien à faire, faut peut-être, aller se mettre à la campagne, apprendre à cultiver, un potager et puis, voir tout ça s'effriter». Sauf que, il y a cette petite voix des enfants aussi qui te fait dire, «Mais toi, tu savais et qu'est-ce que tu as fait?» Et il faut vivre avec ça. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait tenter un truc par rapport à ce qu'on savait faire. Nous, on savait créer des entreprises et si je peux, résumer ce que c'est qu'une entreprise dans notre vision, c'est que c'est ce qui va transformer une idée en quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, et qui peut avoir de l'impact. Ça peut être de l'impact négatif, hein, il y a beaucoup de choses qui sont produites qui ne servent à rien, mais ça peut, avoir aussi des vertus positives. Si demain, tu inventes un climatiseur, qui n'utilise pas d'énergie, par exemple, pour fonctionner, j'ai aucune idée si c'est possible et je pense pas que ce soit possible, mais peut-être 50 d'énergie en moins et que tu arrives à le vendre, moins cher que tous les autres, bah, bien évidemment qu'a priori, tu vas réussir à faire que, les climatiseurs polluants, soient plus vendus, vu qu'ils sont plus chers et plus polluants. Qui aurait envie d'acheter quelque chose de plus cher et plus polluant? A priori personne et donc notre pari, en fait, c'était de se dire: «Il y a des innovations incroyables dans les labos». Le GIEC nous demande de faire de la sobriété et de l'innovation. La sobriété seule suffira pas, il faut les 2. Donc il faut absolument qu'on fasse ce que le GIEC nous demande et pour ça, bah, on va pas compter sur les innovateurs ou sur les scientifiques pour devenir, des grands, créateurs d'entreprises parce qu'en fait, c'est un parcours qui prend énormément de temps et surtout, c'est un schéma mental complètement différent. L'image que j'utilise régulièrement, c'est si tu veux construire un château de Lego, parce que c'est un château en Lego qui va sauver le climat. Quand tu vas le demander aux scientifiques, tu vas revenir après une période, tu auras un super plan d'un château en Lego. Le plan, il est nickel, tu en es sûr. Juste en le lisant, tu sais que ça va être le meilleur château, en Lego, du monde pour sauver la planète. Par contre, tu as toujours pas une seule brique posée. Le créateur d'entreprise ou la créatrice d'entreprise, elle, c'est l'inverse. Elle sait absolument pas comment faire un château en Lego, mais elle va prendre le tas de briques et elle va assembler. Alors malheureusement, ben, il y a plein de fois, ça va pas tenir, ça sera pas parfait, ça sera tordu. À la fin, tu auras globalement un château, pas ouf, mais tu auras un château. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut assembler les 2. Il faut que dès que le premier se lance sur la rédaction du plan, dès que la première page est terminée, ben, le deuxième va la réaliser, la mettre en œuvre. Et le temps que cette personne la mette en œuvre, à la fin, et ben, paf, la deuxième page du plan, elle est prête. Et le fait de travailler en parallèle, on gagne du temps. Quand tu crées des entreprises aussi, il y a une bonne façon de gagner du temps, c'est la levée de fonds. Ça te permet en fait de recruter une équipe, de doper ton entreprise avant même qu'il y ait un modèle économique. Et en fait, aller chercher de l'argent, ça prend énormément de temps aussi, entre 6 mois et 1 an et demi. Et c'est du temps sur lequel, bah, le créateur d'entreprise, lui, peut pas développer l'entreprise, le technicien, il peut pas développer, l'innovation, donc c'est une perte de temps également. Donc nous, on veut la faire à leur place, c'est pour qu'ils aient globalement plus qu'à lever la main pour que l'argent arrive. Et on est parti, enfin, parce que même si tout ça, c'est génial pour créer des entreprises, bah, tu peux te planter. Beaucoup d'entreprises se plantent. Nous, on s'est dit: «Bon, bah, il faut qu'on réussisse à tous les coups». Il faut que même si on échoue, s'il y a des solutions qui peuvent améliorer l'état de la planète, eh ben, il faut qu'on y arrive, même si c'est pas nous. Alors ça, c'est un très contre-intuitif et du coup, l'idée, c'est d'utiliser l'outil qui est l'open source et les licences libres. C'est-à-dire, le fait de partager gratuitement auprès de n'importe qui le droit de nous imiter, de commercialiser, donc de devenir nos concurrents. D'un point de vue économique, ça peut paraître con, parce que, vous vous dites, «Bah oui, mais si vous avez une super idée, il faut la garder pour vous et tout», mais ça, c'est l'ancien monde. C'est le monde où on a du temps, où je sais pas, où on a encore envie de fonctionner comme ça et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que plus il y a de gens qui nous copient, peu importe leurs intentions, que ce soit pour sauver la planète ou pour s'acheter, une la collection des plus grandes villas du monde, à partir du moment où ces personnes-là, bah, vont, copier, commercialiser un capteur de CO2, aller brancher,
sur les cheminées d'usine du monde entier, ben, plus on a d'ennemis économiques, et ben, plus on a d'alliés écologiques, et donc plus vite le problème il se résout. Voilà ce que c'est Time for the Planet. C'est hyper intéressant et du coup il y a une question de Soufaphone notamment sur la question de comment sont sélectionnés les projets parce que donc vous avez déjà fédéré 19 000 soit citoyens soit organisations qui financent concrètement. Si tu parlais de 3 millions et aujourd'hui en termes de projets, du coup vous en êtes où parce que tu évoques c'est vos projets ou c'est des projets portés par des entrepreneurs. Enfin comment ça fonctionne, quelle est votre philosophie et concrètement vous en êtes où? Ok. Alors pendant la première année on cherchait pas du tout d'innovation parce qu'on n'avait ni notoriété ni financement donc je vois pas quel scientifique se serait intéressé à venir alors qu'il y avait pas de thunes, ça aurait pas bien fonctionné. Donc on s'est plutôt concentré sur la levée et sur faire connaître Time et la logique. En décembre 2020, on a présenté notre comité scientifique. Donc on a 14 experts dans 14 domaines d'expertise différents, allant de l'hydrogène au transport, à l'habitation, la, 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 la biosphère, oui, tout à fait, en sciences sociales également. Et puis, on a formé des évaluateurs. Donc, on a aujourd'hui, à l'époque, il y avait 2000 évaluateurs, je crois. On avait 150 innovations qui nous avaient été remontées au fil de l'eau. Et donc, sur ces 150 innovations, on a créé ben, un trimestre pour présélectionner. En 2 mois et demi, il y a 850 évaluateurs qui ont amené 4500 évaluations à ces 150 innovations. On a gardé le haut du panier, il y en a 10 qui ont été retenus. Sur les 10, eh ben, il y a eu une journée euh, avec des échanges, donc de la vraie intelligence collective, c'est-à-dire que ces 14 experts se sont réunis et ils ont interrogé les innovateurs et ils ont ensuite donné des notes dans 6 domaines et il y a à peu près 3 sous-domaines à chaque fois, donc il y a eu une petite vingtaine de notes. Et donc de nouveau, il y a 5 innovations qui sont sorties du panier. Ça, c'est les 2 premières stades de la méthode de sélection Time for the Planet. C'est de l'intelligence collective basée sur des gens comme vous et moi, qui viennent évaluer le potentiel des innovations et qui viennent vérifier que ces innovations sont bien dans le spectre direct de ce que demande le GIEC. Donc, 4 leviers, sobriété, efficience, non-émission, captation. Et sur 5 domaines, énergie, industrie, transport, alimentation et bâtiment. Donc, ça donne 20 problématiques. Et donc, le premier filtre, c'est ça. Le deuxième, donc, c'est de l'expertise. Cette fois, on va étudier la faisabilité technique. Et après, il y a 2 autres phases, et on est dans ces phases-là en ce moment. C'est d'identifier s'il y a bien un modèle économique, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux, lequel il faut choisir, parce qu'on peut tout à fait, si vous avez par exemple une invention pour isoler des bâtiments, bah, plutôt que d'essayer de vendre cette isolation aux propriétaires d'un immeuble, ça c'est pas évident, bah, peut-être qu'il vaut mieux devenir fournisseur d'énergie et puis du coup bah, vous gagnez de l'argent sur les économies que vous faites et du coup vous payez vous les coûts d'isolation du bâtiment. Donc parfois il faut complètement inverser le modèle. Et ensuite il y aura des tests équipes, il faut être sûr que on soit prêt à travailler avec ces innovateurs. Et nous, on recrute des créateurs ou des créatrices d'entreprises confirmées, des gens qui ont déjà monté plusieurs entreprises de grande taille. Et là aussi, on recrute des profils incroyables. Ça dépasse nos rêves pour l'instant. Et donc voilà. Une fois que tout ça c'est validé, on soumet un dossier au conseil de surveillance de Time for the Planet, qui est un organe qui représente les actionnaires, qui vient vérifier que nous, en tant que gérants, on a bien fait le boulot. Et ensuite, on vote l'investissement final en assemblée générale. Donc on est sur ces dernières phases. D'accord. Et donc, en fait, ça peut être soit des innovations très scientifiques, soit des porteurs de projets. Il y a un peu les deux. Mais in fine, vous reconstituez des équipes derrière une fois que vous vous investissez. C'est un peu ça votre philosophie. Oui, Parce- la réussite d'une entreprise, c'est pas l'idée, c'est la mise en œuvre, l'exécution. Et donc, il faut être sûr et certain, pour que nous, on investisse, que la capacité d'exécution sera bonne. Et tu le vois soit avec des porteurs qui arrivent, qui n'ont jamais entrepris, soit avec des équipes où il y a peut-être un CEO, mais qui est CEO juste sur sa carte de visite.
Et à ce moment-là, nous, on intervient effectivement pour choisir un CEO qui sait déjà faire. Il y a une question d'Arthur, en fait, sur en quoi Time for the Planet est différent des autres entités de financement pour les porteurs de projets. Euh, Déjà, l'aspect communautaire. On a pu trier 150 innovations en 2 mois et demi. Je suis pas sûr qu'un fonds d'investissement y arrive aussi vite. Euh, enfin, je dis ça, mais je suis même quasiment certain que c'est pas possible. Et quoi d'autre Et Oui. il y a une vraie question peut-être en fait, la philosophie, c'est que vous cherchez plus des innovations au début. Enfin, pour moi, il y a une vraie question de transition en tant qu'entrepreneur, hein. Je pose la question de dire, j'arrive avec mon projet, qui peut être mon projet ou mon innovation. Peut-être mon innovation, je suis très recherche, et mon projet, mais en fait, dans l'idée, c'est vous qui devenez. En fait, il y a une notion de propriétaire. À ce moment-là, quand vous investissez, comment vous gérez ça? Parce que c'est très particulier. J'ai vu que dans Ouais. vos règles, un peu, c'est-à-dire vous souhaitiez être majoritaire. On investit Et du coup, comment complètement. ça se passe, ça? Enfin, parce que vous l'avez peut-être pas encore expérimenté. En fait, vous êtes en train d'y Non, arriver. non, non, on va l'expérimenter, ouais. On inverse complètement la logique capitalistique traditionnelle. Alors, pour ceux qui savent pas forcément, habituellement, vous avez 100% de votre boîte quand vous créez. Et puis, petit à petit, à force de faire rentrer de l'argent, vous vendez des parties de votre entreprise. Au bout d'un moment, vous avez plein d'investisseurs qui vous demandent qu'il y ait beaucoup d'argent qui revienne vite pour leur rentabilité à eux. Et puis, vous êtes un peu sur un siège éjectable. Nous, on fait totalement l'inverse. On rentre majoritaire, on prend tous les risques à ce moment-là, et on demande à nos équipes surtout de réussir. L'argent, c'est encore pas, c'est pas, c'est pas la priorité. De toute façon, c'est à nous de bien recruter, donc a priori, on sera aligné. Nous, on va servir de parasol à cette équipe pour que dès le début, elle ait vraiment une vision et qu'on soit tous alignés sur là où on veut aller. On a rencontré beaucoup de profils scientifiques, ingénieurs qui avaient donc des super innovations, qui ont monté leur boîte et puis qui tout d'un coup se sentaient complètement en dissonance et donc plus du tout heureux dans leur propre métier. Alors c'est quand même eux qui avaient inventé l'innovation. À partir du moment où il y a ouais, plein de fonds. Et je parle même aussi dans des profils entrepreneurs, hein, quand il y a des trop gros fonds, en tout cas en masse, qui arrivent, ils dorment plus bien du tout. Quand on leur demande de faire des x7 en 5 ans, ils ont beau être imaginatifs et créatifs, à un moment, il y a des limites physiques et humaines aussi qui commencent à arriver. Euh, Pourquoi je disais ça? Oui, non, recadre-moi, Félix, je suis fatigué. J'arrive, Nicolas. Ouais, je remercie Nicolas qui sort d'une période de Covid. Vous l'entendez peut-être au petit tout. Donc, merci d'être là et n'oubliez pas de porter vos masques au quotidien. En fait, la question, c'était, en fait, vous n'avez pas encore investi dans des projets, mais il y a un vrai rapport philosophique qui est différent, qui est de dire, en fait, Ah ça oui, oui, devient et en fait, pour moi, c'est toute la gestion c'est de ça. est-ce que c'est des entrepreneurs, des innovateurs, vous devenez en fait majoritaire et comment ça se passe vis-à-vis des entrepreneurs. Il y a Ouais. notamment des questions d'Arthur à ce sujet. Et je pense que philosophiquement, c'est une approche qui est très différente. C'est ça. En général, notre spécialité, c'est plutôt des innovations. Donc, des gens qui ont encore jamais été créateurs d'entreprise et puis qui n'ont même pas créé l'entreprise. Il y a des prototypes qui existent et donc il va falloir déployer ça. Ces profils-là, du coup, c'est le schéma le plus simple. Du coup, nous, on va venir à recruter un CEO et ensuite, on va faire une équipe à trois. Donc, le CEO, l'innovateur et puis Time for the Planet. Eux, ils sont actionnaires de la filiale qu'on va créer et nous, on est majoritaire de cette filiale. Le deal, c'est que on va les salarier, bien évidemment. Ils vont avoir des revenus dès le début, parce que parfois, quand vous êtes créateur d'entreprise, que vous n'avez pas de revenus, ça peut vous faire des conneries quand vous n'êtes pas habitué. A priori, là, ils seront habitués, mais on préfère quand même leur donner des revenus dès le début aussi. A priori, ils seront plus sereins pour travailler. Et puis, le deal, en fait, c'est qu'à partir du moment où le modèle économique il est trouvé, à partir du moment où l'innovation se déploie grâce à des systèmes de licence libre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont commencer à nous copier, eh nous, on peut sortir. Et on peut sortir par dilution de capital, c'est-à-dire que l'entreprise soit va racheter le capital, les parts de Time for the Planet, en partie ou en totalité, ou alors ça peut être l'équipe dirigeante, ou alors l'équipe dirigeante peut même décider de faire rentrer d'autres investisseurs, peu importe. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'à partir du moment où le modèle économique il est trouvé, ils ont le choix de nous sortir, en partie ou en totalité. C'est très clair. Et comment vous assurez de garder la logique d'open source si dans un deuxième temps vous sortez? À partir du moment où c'est diffusé, tu peux plus rien faire.
Donc c'est parce que l'innovation de départ en fait sera diffusée que vous estimez que le cœur du Ouais. travail aura été fait. Ok. Est-ce que il y a une question sur les projets. Est-ce que tu as des exemples de quelques projets puisque vous en attaquez le troisième round là Ouais, bien sûr. pour parler concret. Ouais, bien sûr. Il y a, par exemple, là, on bosse sur un projet avec une batterie particulière qui n'utilise pas de terre rare, qui utilise un minerai qui est en fait un déchet actuellement. Et en fait, ces batteries-là, leur capacité, c'est qu'elles ont une immense capacité de stockage et sur du long terme, en fait. Chose que ne font pas la plupart des batteries actuelles. Là, en fait, on peut stocker sur 6 mois, un an, même plus, sans problème. Donc, du coup, ça peut être hyper intéressant pour la problématique des énergies alternatives. Enfin, alternatives, quand il n'y a pas forcément de soleil tout le temps ou de vent tout le temps, bah, du coup, ça peut être ça. Et elle a également une très très grande capacité de décharge, extrêmement rapide. Donc, du coup, c'est des choses qui peuvent être ultra intéressantes pour les ENR. Il y a aussi une innovation où ils arrivent à remplacer le gaz dans les réfrigérants, qui est 15 000 fois plus nocif en termes de gaz à effet de serre que, que le CO2. Et donc, du coup, ils arrivent à remplacer ce gaz par de l'eau. Donc, tu te doutes bien aussi que ça peut être hyper intéressant. Voilà, en chose un petit peu plus low-tech, il y a le fait d'utiliser le cycle dit de enfin, j'ai même plus le nom du cycle. Mais en gros, c'est le fait d'utiliser une roche qui, à l'état naturel, enfin, c'est un cycle naturel, mais qu'on pourrait accélérer en réduisant la taille du grain. Et en gros, si on mettait 2% de cette roche sur toutes les plages de la planète, on pourrait réduire l'émission annuelle des gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc, il y a un potentiel titanesque. Et puis, en low-tech également, il y aurait une méthode d'industrialisation de construction de maisons en terre et en paille. Ça, C'est c'est les premières innovations qu'on a retenues retenu. Super intéressant. Où est-ce qu'on peut, en fait, les auditeurs peuvent découvrir un peu ces projets sur votre site quelque part? sur notre chaîne YouTube. Ok. Il y a une question en fait de Clément au début en fait qui était votre projet s'inscrit-il dans l'idée de décroissance ou dans une transition fondamentale? C'est intéressant parce que tu parles de low tech là. Ce qui peut peut-être être intéressant, c'est que tu exprimes high tech, low tech pour rappeler aux gens ce que c'est et en fait votre posture qui, de ce que j'ai compris, est assez pragmatique chez Time for the Planet et pour répondre à cette question de modèle de décroissance ou quel rôle de la technologie est-ce qu'elle va nous sauver? Yes. Alors déjà, oui, pour clarifier, on a un article sur le site de Time. Time pense-t-il que la technologie va tous nous sauver? Non, hein. C'est le premier mot de l'article. C'est non. Et bon, est-ce que maintenant on peut parler? Non, on n'est pas du tout fou à penser que la technologie va tout régler, pas du tout. Le rapport à l'énergie et à l'économie est si imbriqué qu'à mesure que l'énergie va se réduire, bien évidemment que euh, la, la façon dont on va vivre sur Terre va changer aussi radicalement. Donc le monde va se ralentir. Euh, Ce qu'on dit, nous, c'est que la croissance économique mondiale, Time ne va pas pouvoir avoir un impact dessus. C'est des imbrications tellement complexes et gigantesques et à toutes les échelles que même si Time, au milieu de ça, fait de la croissance ou de la décroissance, s'il y a encore une croissance mondiale, ben, même en étant nous décroissants, ben, on va pas spécialement l'affecter. Enfin bref, on sera trop petit en fait. Donc ce qu'on dit, c'est que nous, peu importe ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on fait, de toute façon, c'est pas nous qui allons régler ça. C'est comme le problème du dérèglement climatique, hein, même si on veut créer une centaine de marchés basés sur une centaine d'innovations, si on nous dit dans 20 ans, 30 ans, peut-être que Time aura impacté 1% des gaz à effet de serre, on sera les premiers ravis parce que 1%, c'est titanesque en fait. Donc voilà, c'est des échelles comme ça qu'il faut rappeler déjà. Donc ensuite, notre avis en tant que Time sur des sujets comme ça ou comme le nucléaire, en fait, notre avis, pareil, il change pas la face du monde. Donc on voit pas vraiment quel est l'intérêt de donner un avis sur ces sujets-là. Nous, on est plutôt là pour faire
et dire, bah voilà, ce truc-là, il émet tant à l'année, bah, il faut qu'on trouve un truc pour qu'il émette moins. Ce truc-là, il émet tant, bah, il faut qu'on trouve un truc pour capter tout ce qu'il émet. C'est ça notre action à nous. Euh, la notion d'innovation, il faut la décorréler de la technologie. Ça n'a rien à voir. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau. Le niveau de technologie nous importe peu à taille. Ça peut être de la deep tech, donc de l'innovation de rupture, enfin de la technologie de rupture, quelque chose de vraiment qui change complètement. De la high tech, donc de la haute technologie, on va améliorer des choses qui sont déjà complexes. De la low tech, c'est des technologies basées sur des économies d'énergie, on va dire, sur quelque chose de plus sobre. Et puis, on est aussi prêt à investir dans de la no tech, de l'innovation de service, de l'innovation de modèle économique. Par exemple, je reprends tout à l'heure l'exemple de vous avez quelque chose qui peut isoler des bâtiments, et bien peut-être qu'il faut devenir fournisseur d'énergie. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir financer l'isolation du bâtiment parce que les particuliers ne voudront jamais le payer. Donc des fois, il faut réfléchir complètement, uniquement sur le modèle économique. J'espère que je ne me suis pas perdu, mais les questions étaient hyper intéressantes. Je crois que j'ai fait le temps. Oui, oui, c'est fait le tour et là, en fait, c'est philosophiquement, vous êtes des pragmatiques qui essaient de trouver des solutions en fait innovantes pour régler des problèmes très concrets et de Mm. faire accélérer ce changement en étant conscient qu'il y a un vrai sujet de en fait réduire la croissance, enfin le modèle un peu plus global sur lequel vous vous positionnez, mais qu'indépendamment de ça, il faut trouver des solutions très très actives. Euh, La décroissance, bien sûr qu'on va la subir hein, tous. Donc, nous, ça c'est acté et on passe à autre chose, quoi. On avance. Et il y a une question de Cyril, mais en fait, qui est comment s'assurer qu'une idée au cours d'évaluation ne soit pas piquée par un investisseur avant mise en œuvre part-time. Et là, je veux tester parce qu'en fait, même si elle est piquée, en fait, vous, c'est pas grave parce que vous avez Oui, déjà quasiment atteint votre objectif. c'est On ça, est exactement. ok, Il y a parfait. pas- On s'en Euh, fiche de se faire piquer et tant que ça part, c'est bien. il y avait en fait, je pense qu'il y a quelque chose de fascinant derrière votre modèle. Hein. C'est quelques amis, personnes qui se connaissent bien, qui croient en des valeurs et et qui font face à un problème. Et puis maintenant, vous êtes 19 000. Du coup, une des questions dans le public, c'était mais comment vous avez réussi à créer cet élan. Et ça fait aussi, je pense, écho à ce qu'on observe chez Vendredi. Donc nous, on permet en fait à des associations ou des entreprises de mettre en mouvement des salariés, des citoyens. Et je pense que cette question de la viralité, elle est extrêmement importante. Et du coup, quelles sont les recettes qui ont fait que ça marche aujourd'hui? Parce que c'est assez impressionnant. Et je pense que ce sera très riche pour tous ceux qui nous écoutent. Je pense que hum, pour que l'humain se mette en action, il faut une chose essentielle, et même deux en fait. La première, c'est des grandes histoires. Les mythes et les légendes, les histoires religieuses, les histoires politiques, c'est ça qui a toujours mis partout, dans toutes les cultures et à toutes les époques du monde, qui a mis les gens en mouvement. Sauf que raconter juste des histoires, c'est aussi potentiellement se foutre de la gueule des gens, et quand les gens sont déçus aussi sur les histoires, derrière, ils se désengagent. Euh, je pense que à la fois nous on a une grande histoire et la route elle est encore longue, mais ce qui est intéressant c'est que à l'époque, il y a un an encore, on n'avait pas par exemple cette méthode de sélection et comment on allait faire ça et est-ce qu'on allait avoir des innovations. Et je pense que ce qui a contribué à faire que le mouvement il a pris et il a grandi, par exemple, pour situer les échelles, on a mis un an à rassembler le premier million, on a mis 2 mois et demi à rassembler le deuxième, et le troisième, on a mis un mois et demi, je crois. Et en fait, ça va de plus en plus vite parce qu'il y a des gens de l'intérieur qui sont là depuis le début, qui voient que c'est pas qu'une histoire, qui voient les choses concrètes qui arrivent, les formations, les outils, euh, qui voient aussi à chaque fois qu'on est dans l'erreur, on le reconnaît, on le dit et on améliore. Et donc ça crée un sentiment, je pense, de confiance qui fait que, bah, ok, ils avancent et ils y croient vraiment. Et donc voilà, je rejoins, je soutiens, j'appuie, je suis en confiance. Donc je pense que ça, c'est beaucoup lié à la confiance, ouais, à une grande histoire, à de la confiance et au fait qu'il faut bosser, 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 bosser. Plein de gens pensent que c'est aussi juste une idée qui fait qu'il y a ça et super, tout le monde est content et ça avance. Non, il y a aussi 300 heures de travail hebdomadaire à 6 depuis un an et demi. Donc c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Et beaucoup de Et, chance aussi. et il y a aussi, sans doute aussi dans les facteurs succès, c'est une contribution active des personnes qui vous rejoignent, en fait, des actionnaires associés. Comment vous les embarquez parce qu'en fait, vous inspirez des gens, puis après, ils sont partie prenante active aussi. Ils ne sont pas juste spectateurs, je suppose. Une partie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a aujourd'hui sur 19 000 actionnaires, il y en a 3 700 qui sont formés parce qu'ils avaient cette question, ce besoin, comment je peux aider encore. Alors nous, on n'avait pas prévu ça au début, donc petit à petit, on s'est mis à faire des formations pour centraliser, parce qu'on avait tellement de demandes que du coup, il a fallu regrouper. Et on a une organisation communautaire qui existe en tout cas depuis septembre, après beaucoup d'itérations dont je vous passe les détails. Mais oui, on a des gens. Il y a globalement, je pense que dans toute communauté qui veut aider, il y a plusieurs profils, hein. Il y a les gens qui veulent aider, mais en fait, ils aideront jamais et ils veulent pas aider. Enfin, ils ont eu cette idée à un moment et puis on les reverra pas, c'est pas grave. Il y a aussi des gens qui vont être d'extraordinaires personnes mobilisables quand on aura bien identifié leurs compétences et qu'à un moment en particulier on aura besoin d'eux. Eux, ils seront parfaits. Et puis, il y a quelques rares personnes qui sont capables de prendre des initiatives et de porter des projets. Et là, comme ça, bah ouais, on a des gens qui nous ont relu des tonnes de dossiers, et donc qui se sont dit, OK, je vais attaquer, je vais prendre ce dossier de 60 pages, je vais créer cette méthodologie et je vais aller chercher 10 relecteurs dans la communauté Time pour le relire. Et donc, du coup, qui ont relu des dossiers énormes. Il y a des gens, des communautés qui ont traduit le site. Il est grand, hein, il y a 160 URL en espagnol, en italien, et en ce moment, c'est l'allemand et le roumain et le polonais sur lequel il y a des gens aussi qui bossent. Il y a des gens qui se sont mis à faire un tour de France en vélo mobile, donc c'est des vélos couchés, à floquer Time for the Planet et qui allaient faire des conférences dans les villes qu'ils traversaient. Il y a plein de choses assez dingues comme ça. Il y a des graphistes qui nous faisaient des badges pour remercier les gens qui aidaient. Euh, il y a toute une communauté un peu fourmilière comme ça et qui s'organise sans hiérarchie, de façon très autonome et horizontale. À partir du moment où il y a un besoin, bah, chacun peut mettre en place une action pour répondre à ce besoin. Et par contre, chez nous, bah, un peu comme je vous disais, la vie de Time for the Planet, ça change pas la face du monde. Bah, il n'y a pas de séance de brainstorming, de réflexion, de sujet, de commission, de sous-commission. Tu as une idée, bah vas-y, fais-la. Et il y a plein de gens, toute une communauté de 3000 personnes, avec plein de compétences qu'on a identifiées. Si tu as besoin d'eux, bah, va les chercher, mais tu vas les déranger seulement quand tu as besoin d'eux. Avant, bah, tu bosses tout seul dans ton coin, comme un entrepreneur, ça doit te parler, Félix. Et surtout, tu embêtes pas les gens tant que tu sais pas quoi leur faire faire précisément. Voilà, je rentre pas dans le Non, mais détail, c'est mais c'est. hyper inspirant. Il y avait une question sur le rôle des entreprises face à cette urgence climatique et en fait comment en fait pouvoir mettre en mouvement son entreprise. Est-ce que tu as quelques petites pistes? C'est une question très très large, Ouais. mais si tu as quelques petites pistes concrètes, ça peut être intéressant un peu en dehors de Time. Bah, de façon très pragmatique, hein, faites un bilan, une comptabilité carbone, donc mesurez ce que vous émettez, ce que vous contribuez à réduire, et puis ce que vous compensez. C'est aller voir l'initiative NZI, Net Zero Initiative, qui est extrêmement intéressante. Donc, je pense déjà commencer par faire un bilan à votre entreprise. C'est vraiment la base, parce que si vous savez pas d'où vous partez, c'est vachement dur de s'améliorer. Donc, moi, c'est le truc le plus pragmatique que je vous recommanderais de faire. Nickel. C'était très concret. En fait, on arrive sur un peu les derniers call to action dans l'émission Welcome to New York. On aime bien en fait donner des clés pour que les gens agissent. Et notamment par rapport au projet qui vient nous voir. Donc, pour les citoyens, les salariés qui nous écoutent, ça peut être quoi le call to action vis-à-vis de vous aujourd'hui, s'il y en a un ou deux? Bah, nous, ouais, de venir voir notre site internet et de nous rejoindre si ça les inspire. Et puis le 4 mai, on a une énorme émission où on se met à poil. Alors, c'est au figuré, bien évidemment, mais où on explique tout ce que fait notre communauté. Voilà, donc ça peut être des belles next steps pour les gens si vous voulez nous soutenir.
voir le site, venir le 4 mai et potentiellement et après potentiellement devenir partie prenante du projet, c'est-à-dire investir pour pas de retour financier, mais un retour de diminution de l'empreinte carbone. C'est ça, enfin C'est d'impact ça, environnemental. tout à fait. Et en tant qu'entreprise, puisqu'il y a des dirigeants d'entreprise, des décisionnaires qui nous écoutent, ça peut être quoi les liens avec vous? Bah pareil, des entreprises peuvent devenir actionnaires parce que D'accord? même en étant beaucoup de petits citoyens qui mettent des petites sommes, l'argent il est surtout dans les entreprises, donc on a besoin des entreprises pour amener des fonds parce que même si à l'échelle d'un individu ça fait beaucoup de dire ouais on a réuni 3 millions et demi en un an, c'est malheureusement beaucoup trop faible pour pouvoir créer les entreprises à grande échelle que Time prévoit. D'accord. C'est super clair. Est-ce que tu as d'autres messages que tu souhaites partager avant la Oui, fin de cette émission? ouais, c'est un message de paix. Je pense qu'on est sur des périodes où il y a urgence. On est sur un bateau qui est en train de couler et que on doit construire des radeaux. Que ces radeaux-là, on n'est pas à se poser la question de est-ce qu'on doit prendre les clous du vieux capitaine qui nous a amenés là pour les résoudre. Il faut tout prendre parce que le temps qu'on passe à gueuler sur le vieux capitaine, parce qu'on est en colère, parce qu'on a peur, bah, en fait, c'est du temps qu'on perd à construire ces radeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument plus débattre et se diviser sur ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qui est bien ou pas assez bien. Il faut encourager tout ce qui se fait, tout ce qui se fait, vraiment. Voilà, Euh, c'est ça que j'ai envie de dire. merci beaucoup pour ce message de paix, de radicalité et d'action positive concrète. C'est cette invitation-là que tu nous partages. J'espère que tu as passé un bon moment, que tu as rigolé. En tous les cas, je pense que pour moi, c'était parfait. J'ai l'impression que les gens de la communauté qui étaient avec nous ont pas mal interagi. Et puis, belle, belle suite dans cette aventure. Et puis, moi, je suis curieux de voir la suite, les premières innovations qui vont sortir, les projets se financer. Je pense qu'il y a tant de choses à faire. Donc, merci d'agir. C'était très inspirant, Nicolas. Merci Félix. De rien. À une prochaine, sans doute. Bonne Salut à journée à toi. tous.